se retourna vers Saint-Julien. Ce n'était plus qu'une poignée de lumière, puis d'étoiles. Puis se dissipa la poussière qui, pour la dernière fois, le tenta. Je ne vois plus les cadrans, j'allume. Il toucha les contacts, mais les lampes rouges de la carlingue versèrent vers les aiguilles une lumière encore si diluée dans cette lumière bleue qu'elle ne les colorait pas. Il passa ses doigts devant une ampoule, ses doigts se tintèrent à peine, trop tôt. Pourtant la nuit montait pareille une fumée sombre et déjà comblait les vallées. On ne distinguait plus celle-ci des plaines. Déjà pourtant s'éclairaient les villages et leurs constellations se répandaient. Et lui aussi, du doigt, faisait cligner ses feux de position et répondait au village. La terre était tendue d'appels lumineux, chaque maison allumant son étoile face à l'immense nuit, ainsi qu'on tourne un phare vers la mer. Tout ce qui couvrait une vie humaine déjà scintillait. Fabian admirait que l'entrée dans la nuit se fit cette fois comme une entrée en rade, lente et belle. Il enfouit sa tête dans la carlingue, le radium des aiguilles commençait à luire. L'un après l'autre, le pilote vérifia les chiffres et fut content. Il se découvrait solidement assis dans le ciel, il effleura du doigt un longeron d'acier et sentit dans le métal ruisseler la vie. Le métal ne vibrait pas mais vivait. Les 500 chevaux du moteur faisaient naître dans la matière un courant très doux qui changeait sa glace en chair de velours. Une fois de plus, le pilote n'éprouvait en vol ni vertige, ni ivresse, mais le travail mystérieux d'une chair vivante. Maintenant, il s'était récompensé en un monde, il y jouait des coudes pour s'y installer bien à l'aise. Il tapota le tableau de distribution électrique, toucha les contacts un à un, remua un peu, s'adossa mieux et chercha la position la meilleure pour bien sentir les balancements des 5 tonnes de métal qu'une nuit mouvante épaulait. Puis il tâtonna, poussa en place sa lampe de secours, l'abandonna, la retrouva, s'assura qu'elle ne glissait pas, la quitta de nouveau pour tapoter chaque manette, les joindre à coup sûr, instruire ses doigts dans un monde aveugle, puis, quand ses doigts le reconnurent bien, il se permit d'allumer une lampe, d'orner sa carlingue d'instruments précis et surveilla sur les cadrans seuls son entrée dans la nuit comme une plongée. Puis, comme rien ne vacillait, il ne vibrait, il ne tremblait, et que demeurait fixe son gyroscope, son altimètre et le régime du moteur, il s'étira un peu, appuya sa nuque au cuir du siège et commença cette profonde méditation du vol où l'on savoure une espérance inexplicable. Et maintenant, au cœur de la nuit, comme un veilleur, il découvre que la nuit montre l'homme, ses appels, ses lumières, ses inquiétudes. Ces simples étoiles dans l'ombre, l'isolement d'une maison, l'une s'éteint, c'est une maison qui se ferme sur son amour ou sur son ennui. C'est une maison qui cesse de faire son signal au reste du monde. Ils ne savent pas ce qu'ils espèrent, ces paysans accoudés à la table devant leur lampe. Ils ne savent pas que leur désir porte si loin, dans la grande nuit qui les enferme. Mais Fabian le découvre quand il vient de 1000 kilomètres et sent ses lames de fond profondes soulever et descendre l'avion qui respire, quand il a traversé 10 orages comme des pays de guerre et entre eux des clairières de lune. Et quand il gagne ses lumières l'une après l'autre avec le sentiment de vaincre, ces hommes croient que leur lampe, lui, pour l'humble table, mais à 80 kilomètres d'eux, on est déjà touché par l'appel de cette lumière, comme s'il la balançait désespérée d'une île déserte devant la mer.